Bien, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler, en fait, je vais vous parler de l'IA, mais à la fin, puis un peu de l'autre côté de la lunette. Donc, on va parler de l'IA quand on veut faire du design, puis quels sont les outils qui vont pouvoir nous aider à le faire ou pas. Donc, on va arriver à la fin. Donc, on va parler d'IA un peu ici, mais on va surtout parler, en fait, du design centré sur l'humanité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi? Fait que ça va être un peu en deux temps, la présentation. Ce que je vais présenter au niveau du design centré sur l'humanité, c'est aussi le fruit de la réflexion de plusieurs personnes au bureau, à l'équipe, dont entre autres un collègue, Paul Djokovic à Toronto, qui a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Puis c'est un peu le fruit là, de ces réflexions et des réflexions qu'on a en équipe de leadership aussi sur en fait, ce qu'il en est de cette question. Je vais commencer avec des exemples, ou en fait des contre-exemples, juste pour placer un petit peu là, le contexte. De qu'est-ce que ça veut dire ne pas être centré peut-être sur l'humain, d'être inclusif ou d'être sensible à ça. Donc, tout le monde, probablement plusieurs d'entre vous, avons été là, exposés la fameuse saga là, des noms de comptes sur Facebook, où à un moment donné, Facebook bloquait des comptes parce que, en fait, Facebook tentait là, de juguler un peu là, la conception de la création de faux comptes. Puis, ils ont utilisé, là, en fait, ils se sont dit, on regarde les noms d'utilisateurs, puis les noms qui ne font pas de sens ou qui n'ont pas l'air de vrais noms, on les coupe. Donc, évidemment, ça a tout de suite généré là, des problèmes pour, entre autres, l'exemple qu'on a ici en haut là, de Sean Creeping Bear, qui est un nom qui est parfaitement en phase avec sa culture, puis avec le fait qu'il soit autochtone. Ça n'a pas fonctionné. Le compte a été bloqué. Donc, la décision que Facebook a prise pour essayer de régler ça, c'est de dire on va s'assurer, puis on va demander aux gens de valider pourquoi ils n'utilisent pas un nom qu'on comprend. Puis là, ils sont allés avec un pop-up ici qui demandait bon, mais pourquoi vous changez de nom? Est-ce que c'est parce que vous faites partie d'une minorité ethnique, parce que vous êtes transgenre, parce que Donc, on peut comprendre que c'était peut-être pas la façon la plus délicate de régler le problème. Arrêtons ici. Et honnêtement, je n'ai pas eu à faire face à ça, moi, donc je ne sais pas si c'est encore en vigueur ou si ça a été abandonné depuis, mais on voit tout de même que... voilà. On parle de Meta, on parle de Facebook. Maintenant, on peut se demander, OK, mais si on est un individu qui est bien intentionné, qui est éthique, on devrait normalement concevoir des produits éthiques, n'est-ce pas? Je veux dire, ça va de soi. Peut-être ou peut-être pas, en fait. Un autre exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été happés dans le tourbillon de Flappy Bird à l'époque, qui a été un jeu, en fait, qui a été créé par un développeur au Vietnam en disant faire un truc hyper simple pour s'amuser, ça prend 2 minutes à jouer puis c'est fini. Ce qui en est résulté, c'est que ça a été un jeu qui est devenu hautement addictif. Les gens n'arrêtaient pas de jouer, entre autres parce que, la recherche a démontré par la suite que ça activait les mêmes zones du cerveau, là, de la victoire, la dopamine était dans le tapis tout le temps, les gens n'étaient pas capables d'arrêter. C'est un jeu tout bête, là. Tu tapes sur ton téléphone, puis l'oiseau se vole, puis il se frappe sur les tubes, puis il meurt, puis ça recommence, puis ça finit jamais, en fait. Puis bien qu'il était bien intentionné au départ, ça a créé toutes sortes de problèmes. Bon, les groupes de parents, les groupes d'enseignants, il y a eu de la pression, tout ça. Malgré le fait, ce qui est rapporté, malgré le fait qu'il générait là, 50 000 $ de revenus par jour, à un moment donné, il a fermé le site, il a fermé l'application parce qu'il dit, moi, je ne suis pas capable de dormir la nuit, ça n'a pas de sens. Je n'avais aucunement prévu, en fait, les impacts négatifs sur la société que mon petit jeu allait créer. Donc, on peut voir que on peut même partir d'une bonne intention, mais ça peut arriver des fois que ça prend des tangentes un peu inconnues. Ce qui me fait dire, en fait, ou ce qui nous fait dire que c'est possible que la conception centrée sur l'humain, ça ne soit plus suffisant. Donc, ce n'est pas nécessairement juste l'humain qu'il faut prendre en compte maintenant, il y a tout un contexte. L'application ou le service qu'on conçoit est utilisé par un humain, oui, puis il doit être au centre de nos préoccupations, mais aussi il faut comprendre le contexte, il faut augmenter un petit peu le niveau de considération. Parce qu'en fait, ça va bien au-delà de est-ce que je réussis à accomplir ma tâche de façon efficace, est-ce que je me rends au bout de mon processus, est-ce que, il y a des considérations autres à prendre en compte. On parlait 2-3 fois là, de grand pouvoir, grand péril, machin, grande responsabilité. On le sait, il peut avoir quand même des conséquences. Quand
quand le design échoue, nous nuisons, on a une responsabilité, puis il faut être intentionnel, il faut considérer la façon dont on conçoit nos produits, nos services, de telle sorte à minimiser les impacts négatifs puis être dans le positif. Don Norman, je pense que personne n'a besoin qu'on le présente. Je vais parler de Nielsen plus tard aussi. Norman a sorti un livre cette année, en 2023, en fait, Design for a Better World. C'est là qu'il parle de design centré sur l'humanité. On s'entend que c'est pas la révolution. Je pense que tout le monde lit ça puis ça tombe sous le sens, mais des fois, ça nous prend quand même des textes ou des positions pour un peu nous aider à ancrer un peu nos discussions et tout ça. Ce qui est en vert en fait, ce qui est souligné en vert, c'est la différence qu'il fait entre le design centré sur l'humain et le design centré sur l'humanité. Donc, dans le livre, il dit, voici le design centré sur l'humain, on parle de ça. Quand on parle de l'humanité, voici vers quoi on doit basculer, voici les nuances qu'il faut apporter. Donc, on parle de l'ensemble de l'écosystème, pas juste de focusser sur l'humain, par exemple. On parle d'avoir une vue systématique à long terme ou systémique à long terme. Souvent, quand on parle de design centré sur l'humain ou de l'humain qui doit accomplir une tâche, on est dans le court terme. Est-ce que la tâche va être efficace? Est-ce que ça va réussir? Les impacts à long terme sont peut-être moins considérés. Bon, tester, affiner, tout ça, c'est entendu. Puis, concevoir avec la communauté et soutenir les projets communautaires, donc vraiment d'être beaucoup plus inclusif. Je vais y revenir plus tard. Ce qu'on essaie de faire, nous, dans l'équipe, c'est justement d'essayer d'encadrer ça un peu dans une espèce de framework. On s'entend encore là, c'est des termes et des choses qui sont vues et connues, mais on travaille sur comment on peut positionner, comment on peut aider nos gens à être conscients, puis à positionner un peu, le design éthique, inclusif, accessibilité, quelle est la relation d'un par rapport à l'autre, la recherche éthique, tout ça. Donc, c'est les grands 4 piliers à travers lesquels on articule des points de vue, des points de réflexion, puis on essaie d'alimenter l'équipe avec des outils. On voit ici là, quelques dimensions propres à chacune. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est des idées ou des thèmes qui sont associés à chacun de ces grands 4 piliers-là. On va passer à travers les 4 de façon assez succincte parce que, le temps file, mais quand même. Recherche éthique, je ne pense pas que j'apprends rien à personne ici, mais on a essayé de codifier quand même. Ça veut dire quoi pour nous, la recherche éthique? C'est quoi notre code de conduite, les procédures, comment on gère les données, comment on gère la confidentialité. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même de la documentation pour aider nos équipes, s'assurer qu'on est encadré. Puis si on a des questions associées à ça, on peut au moins les amener vers un endroit où l'information est contenue. Le design éthique, donc, c'est un design qui, encore là, ça tombe sous le sens, des produits qui améliorent la vie des êtres humains, de la société, du monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est d'agrandir un petit peu le point de vue. Quelques thèmes à explorer sous le thème du design éthique. La priorité et intérêt au bien-être des humains. On parlait tantôt dans une conférence de dark pattern. S'assurer qu'on évite les patrons trompeurs, s'assurer si on est en mesure aussi de bien comprendre l'impact qu'on peut avoir sur la planète. Souvent, on parle d'impact sur la planète et de durabilité dans le cas de conception de produits physiques, mais on peut aussi parler dans le cas de produits numériques où des fois, on a des indications sur les interfaces, par exemple, de dire que tel choix va être plus éco-responsable, que tel vol d'avion par rapport à tel autre, ou prendre le train va bon. C'est des façons pour nous aussi d'engager ou de donner de l'information aux utilisateurs qui vont dans le sens, justement, d'avoir des méthodes plus durables ou des méthodes qui sont dans le sens de la conservation et de la préservation de la planète. Si on regarde un exemple encore comme plus précis, on peut utiliser certaines activités de conception pour nous aider à anticiper de façon un peu plus explicite quels pourraient être les effets adverses d'une conception ou d'un produit, par exemple. J'émets une hypothèse. Si les designers d'Apple, c'est une hypothèse, je ne sais pas, ils l'ont peut-être faite puis ils ont passé à côté ou ils ne l'ont pas fait du tout, mais s'ils avaient fait l'exercice, par exemple, de Black Mirror qu'on voit en haut à droite ici, là, qui est proposé que Joshua Malden a proposé dans un de ses posts sur UXCC, il aurait peut-être pu anticiper que les AirTags allaient être utilisés par des harceleurs pour suivre les victimes, puis prévenir ça avant que ça arrive.
bon, il a fallu, après que Apple revienne et qu'il fasse entre autres un partenariat avec Google pour s'assurer que les utilisateurs puissent être notifiés sur un téléphone qui avait un tracker sur eux ou autour d'eux sans qu'eux aient accepté qu'il y ait un tracker. Là, mais il aurait peut-être été en mesure de faire ça par défaut s'il avait anticipé de dire c'est super, là, personne ne va perdre ses valises puis tout ça, mais est-ce que ça peut être utilisé d'une autre façon? Puis est-ce qu'il y a moyen, dès le départ, de prévenir ça? Fait que c'est un exemple. Design inclusif et accessible. On le voit là, la façon dont on positionne, en tout cas pour nous, l'accessibilité, c'est un sous-ensemble de l'inclusion. Donc, puis je vais revenir un peu après, là, mais pour certaines personnes, c'est synonyme ou c'est égal, ou j'entends bien inclusif, accessible, c'est la même chose. Inclusif est un peu plus large que le spectre de l'accessibilité en tant que tel. C'est un modèle, ils ont vraiment beaucoup d'informations. Le Ontario College of Art and Design, l'OCAD, en fait, c'est vraiment une référence. Dans plein de livres que j'ai lus, ils reviennent à ce groupe-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez pousser un peu plus loin, je vous conseille fortement d'aller consulter leur information. Donc, le design inclusif, c'est de faire des produits adaptés, puis de prendre conscience, justement, là, de s'assurer qu'on utilise des méthodes inclusives, que ce soit autant pour la conception, que ce soit pour aussi avoir une représentation ou une collaboration avec des gens qui sont en mesure d'avoir un regard informé ou un point de vue informé sur les produits qu'on conçoit. Avec des thèmes, bon, évidemment, concevoir pour l'équité et l'inclusion, éliminer les biais dans le processus de conception, qui peut, c'est pas toujours simple, mais si on est en mesure d'avoir des gens qui sont considérés comme des exclus, qui ont vécu des expériences d'exclusion, bien, vont être en mesure de nous donner un point de vue ou une opinion un peu différente. Puis d'avoir un langage inclusif. Un exemple de design non inclusif que je lisais dans un livre récemment, il y a une ville américaine qui a mis, je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais qui a mis, en fait, qui ont essayé des nouvelles bornes de paiement de tickets de métro, mais en fait, la seule façon de payer, c'est avec une carte de crédit. Fait que ce que ça fait, ça, c'est que ça exclut automatiquement les gens qui sont en précarité financière et qui ne sont même pas en mesure, qui doivent payer leur billet de métro avec la monnaie. Là. Puis bon, ça fait en sorte que ces gens-là sont exclus d'utiliser le métro, doivent prendre l'autobus, qui est beaucoup plus compliqué. Fait que c'est juste pour dire qu'au début, on s'est dit, c'est super la tech, on va avoir des billets, on va pouvoir enlever la guérite et tout, mais ça a des impacts. Puis, à peu près certain que les personnes qui ont designé ça ont toutes des cartes de crédit, évidemment, puis qui n'ont jamais pu penser que, on est en 2023 maintenant, on ne payera plus nos billets de métro avec de la monnaie. Langage inclusif. Les exemples ici, bon, le TREB, c'est en fait, c'est la Chambre immobilière de Toronto, qui ont changé tous les termes pour de master bedroom à primary bedroom. Twitter, j'ai pas fait de recherche pour avoir des mots en français, là, mais le whitelist, blacklist et master slave, tout ça. Donc, de changer les terminologies pour avoir des terminologies qui sont beaucoup moins, en fait, qui sont moins propices à heurter, puis qui sont beaucoup plus inclusives. Je pense que c'est des pratiques que l'on devrait tous être conscients et essayer d'adopter le plus possible. L'accessibilité. Donc, quand on parle, encore là, je reviens dans la façon dont nous, on le conçoit et on l'organise. Le design accessible, donc les qualités d'un design qui élimine les obstacles liés aux limitations physiques et cognitives. Ce qui est en tout cas, moi, ce que je trouve super intéressant dans le schéma à droite, en fait, c'est plus une notion de spectre, dans ce cas-ci, là, pour un déficit physique, par exemple, de dire que ça peut être permanent, temporaire ou situationnel. On a souvent, quand on parle d'accessibilité, souvent, on a le réflexe de parler vraiment d'une personne handicapée, une personne qui est handicapée de façon permanente, tout ça. Mais bon, un parent qui tient son enfant et qui a juste une main, puis qui a besoin d'interagir avec un produit, bien, oui, c'est situationnel, mais c'est quand même une situation qu'on doit être considéré. Donc, par exemple, ça, Kat Holmes parle de ça, en fait, dans son livre Mismatch, qui est un livre qui est excellent, je le recommande à tous. C'est 140 pages, ça se lit super bien. Elle a été longtemps chez Microsoft comme
chef du design inclusif. Tout ça maintenant est chez Salesforce. J'ai mis la définition en anglais parce que je trouve que le mot mismatch colle vraiment. Je le traduirais par décalage. Il y a inadéquation, mais je trouve que c'est un peu lourd, puis c'est un peu beaucoup d'embouche. Inadéquation, fait que décalage, c'est bien, mais... Fait que, dans le fond, l'handicap, c'est un décalage ou un mismatch entre les interactions que le monde offre à une personne et ses capacités physiques d'interagir avec. Donc, tu ne mets pas la personne dans une position d'infériorité, c'est simplement... Bien, ça le dit, en fait, c'est un mismatch. Donc, comment on peut réfléchir à ces mismatchs-là? Comment on peut essayer de les prévenir? Ça fait partie, en fait, de certains des thèmes à explorer quand on parle d'accessibilité, donc des expériences décalées. On parle d'accepter de résoudre des cas extrêmes. Tantôt, je pense que j'étais en arrière, là, je ne me souviens pas. J'ai entendu 80-20, le classique 80-20, qu'on dit qu'il faut des années pour les 80-20. Bien, essayons de travailler vers le 20 en place du 80, puis ça va peut-être nous donner des surprises auxquelles on ne s'attendait pas. Concevoir les cas extrêmes, les cas marginaux, ça peut être aussi une source d'innovation. Je lisais que, semble-t-il que la dactylo, en fait, la dactylo est inventée en Italie en 1800 quelques, là, parce qu'un amoureux voulait continuer de correspondre avec sa prétendante, mais qui était devenue aveugle et qui ne pouvait plus écrire. Puis évidemment, elle ne voulait pas qu'il se mette à dicter ses lettres d'amour à quelqu'un d'autre, donc il a comme inventé la dactylo pour qu'elle puisse se permettre de lui taper et d'écrire des choses sans... Fait que tu sais, c'était clairement un cas extrême, c'était clairement un cas qui était dans le vin, mais qui, de nos jours, nous amène vers des... Puis bon, de façon beaucoup plus peut-être triviale, mais encore là, tous les sous-titres qu'on a partout maintenant, à la télé, bon, c'est pas venu d'une invention. Quelqu'un a dit, bon, bien, faisons des sous-titres. C'était vraiment pour aller adresser une complexité ou une adéquation des personnes qui étaient sourdes et qui avaient besoin de suivre comme tout le monde. Fait que finalement, quand le design réussit, bien, on fait le bien, on bonifie. Voilà. Le temps passe pas trop pire, je pense. Bon. OK. Fait qu'on arrive dans l'IA génératif. Premièrement, je ne me considère pas du tout un expert de l'IA, de la techno associée à ça, puis tout ça. C'est vraiment pas mon truc. Je pense qu'il y a des gens qui en ont très bien parlé avant moi, puis c'est tant mieux. Je veux qu'on parle de l'IA, ou en tout cas, je vais vous parler de l'IA plus pour peut-être soulever quelques pistes de réflexion, surtout dans le contexte du métier du design. On a beaucoup parlé de l'IA depuis le début de la journée, à OK, comment on design pour de l'IA, comment on design des expériences d'IA pour nos utilisateurs, tout ça. Là, j'aimerais ça le prendre à l'envers, puis de soulever des points, puis j'ai beaucoup plus de questions que de réponses, mais j'ai envie comme d'amener ça un peu sur le plancher parce que, ben, c'est ça, en fait. Parce que c'est disruptif pour la société en général. Je pense que c'est disruptif aussi pour nous en tant que designers. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire quoi? Puis je trouvais ça intéressant. J'essayais de comprendre un peu plus, OK, ça veut dire quoi pour vrai, pour la société, pour nous, en tant que pratique. Puis dans une des balados dont je vais vous parler plus tard, j'entendais un des experts dire que dans le fond, au même titre où le moteur à vapeur, quand c'est arrivé, ça a un peu contribué à la mécanisation ou l'automatisation, pas l'automatisation, mais la mécanisation de la production d'énergie humaine. Là. Ça a permis de mécaniser la job, le jus de coude un peu. Il faut un peu voir l'IA comme une automatisation, une mécanisation de la production de la cognition humaine. Puis là, ça veut dire quoi pour nous, ça? Parce qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir quand même en tant que designer. Fait que ça veut dire quoi d'avoir quelque chose qui vient automatiser ou qui vient mécaniser la production de cognition humaine? On est en plein là-dedans, c'est ça qu'on fait là. J'ai choisi de mettre une photo de peintre ici parce que
puis vous l'avez sûrement peut-être entendu, là, certains d'entre vous, mais quand on parle d'évolution technologique ou d'amélioration technologique, on entend souvent, ça revient souvent de dire, OK, quand la photo est apparue, là, le monde a dit, ça y est, il n'y aura plus de peintre. Puis quand la photo numérique est apparue, on dit, bon, ça y est, il n'y a plus personne qui va aller sur pellicule maintenant parce que, bon, ça évolue, puis tant pis. Bon, force est d'admettre qu'il y a encore de tout ça. Fait que, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de design parce qu'il va pouvoir se faire automatiquement? Je ne pense pas. Fait que je pense qu'il faut garder les choses en perspective un peu. On parlait de Don Norman tantôt. Son bon acolyte Nielsen disait, OK, je disais récemment sur leur site, dans leur papier, il dit, il n'y a personne qui va perdre sa job à cause de l'IA, mais tu vas peut-être perdre ta job à cause d'un designer qui l'utilise mieux que toi, par exemple. On peut en débattre, puis je vais revenir tantôt, mais ça pose quand même une question intéressante. Dans notre contexte à nous, dans le contexte d'un travail créatif, à quoi ça peut servir ou comment on peut se servir de l'intelligence artificielle? Bien, générative. Bien, évidemment, création de contenu automatisé, on peut améliorer la qualité du contenu, on peut augmenter la variété du contenu, on peut générer du contenu personnalisé, ça parle beaucoup de personnalisation. Un article intéressant là, qu'on a sur le Harvard Business Review qui en parle. Mais c'est automatique, mais ce n'est pas si automatique que ça, en fait. Puis, tu sais, PM et Sylvain faisaient des farces tantôt en disant le nombre d'heures qu'ils ont passé pour générer leur image de spaghetti, là. Mais en fait, dans l'article, il parle d'un photographe qui a gagné une compétition là, pour Digitally Manipulated Photography. Là. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il a à peu près mis 80 heures d'itération sur ses prompts, à peu près 800 différentes versions de la photo pour finalement la soumettre puis gagner. Fait qu'on est loin de « je vais taper une commande puis ça va finir là, là. » Donc, oui, on parlait, PM tantôt mentionnait là, le prompt engineering. Bien, je pense qu'on va tous devoir travailler ça un peu comme un outil. Mais c'est ça. Je ne pense pas que ça va être magique. Il va toujours avoir besoin d'une intervention humaine. Puis, un autre, en fait, c'est le balado dont je faisais référence tantôt, qui a au moins un 30 ou un 35 minutes là, qui parle de AI and Human-Centered Design sur une des séries de balados qui sont disponibles sur le site de Deloitte. Là, mais, entre autres, ce qu'il disait, c'était que malgré le fait que l'IA va être présente, il va toujours demeurer que ça va être important pour nous, ou on va toujours avoir besoin de comprendre c'est quoi le parcours de l'utilisateur, c'est quoi le travail qui est à accomplir, est-ce que l'IA est une bonne façon de l'aider à soutenir sa tâche à ce moment-ci ou pas. Donc, l'esprit critique, l'esprit d'analyse, le fait qu'il faut qu'on comprenne nos contextes vont toujours demeurer. Puis ça, ben, c'est encourageant quand même. Il y a aussi la notion là, des modèles de fondation, donc les LLM. Là. Il va falloir s'assurer que les LLM qu'on utilise pour informer la génération soient qui sont adaptés, qui sont éthiques, en fait, qui sont informés, entraînés correctement, qui n'introduisent pas de biais, tout ça, puis qui soient adaptés à la démographie puis au contexte d'utilisation. Je pense que ça, c'est un très grand défi parce que c'est beaucoup des boîtes noires pour beaucoup de monde. Mais c'est certainement, c'est certainement un enjeu. Puis ça me fait penser, en fait, que on peut envisager, parce que si on revient à l'inclusion, à l'accessibilité, puis tout ça, on peut envisager des modèles qui, éventuellement, vont être vraiment spécialisés pour ces populations-là ou ces segments-là qui vont nous permettre de renseigner et de demander est-ce que j'introduis de l'exclusion peu importe, dans mon texte, est-ce qu'il y a des facteurs Donc, on va pouvoir mettre à profit ces modèles-là pour nous aider, mais il va falloir évidemment s'assurer
qui soient bien informés. Si on en voit, vous avez peut-être joué avec. Est-ce qu'il y a plus de fausses promesses que de vraies? Honnêtement, je ne pourrais pas répondre, mais il y a plein d'outils UX qui veulent de l'AI, que ce soit au niveau du design, de la recherche, du design visuel, de la rédaction, de la copie. Je pense qu'on est submergé de ça. Maintenant, il faut apprendre à savoir quoi on fait puis qu'est-ce qu'on ne fait pas avec. Nielsen, par exemple, nous dit, oui, OK, mais faisons attention, les outils, probablement, en ce moment, ne rencontrent pas trop leurs promesses, pas tout à fait, éventuellement peut-être, on n'est pas tout à fait rendu. Ça, cet article-là, je ne sais pas si on peut le voir ici, ça date de juillet. Bon, la semaine passée, le 3 novembre, fait 10 jours, fait 16 jours, 10 jours exactement. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est quoi? Peut-être, mais il faut commencer. Puis bon, je trouve que la phrase est quand même un peu forte, là. Je ne suis pas convaincu que j'adhère 100% à cette affirmation-là. Mais dans le fond, ce qu'ils disent, c'est ça. À chaque jour que tu n'utilises pas l'AI, tu te nuis parce qu'il y en a qui l'utilisent puis plus vite, puis tu vas être en arrière à la traîne. En même temps, vous pourrez lire, là, ça va être facile à trouver évidemment, c'est quand même assez exhaustif. Ils ont fait une recherche, à travers, je pense, c'est Kate Moran qui a envoyé sur LinkedIn, peut-être même vu passer, qui demandait, OK, dites-nous les professionnels de l'UX, qu'est-ce que vous utilisez l'AI, pourquoi, dans quel contexte, puis ils ont un peu compilé toutes ces réponses-là, puis ils ont mis ça. Semble-t-il que le cluster, puis la façon dont le document a été bâti, l'article a été généré avec ChatGPT, là, qui ont dit, à la mesure de tout ça, comment je structure le truc, fait que bon, ils ont utilisé leur propre poutine un peu là-dedans, là, mais ce qui sort beaucoup. En fait, un des points importants, c'est de dire que oui, de l'AI pour le UX, il faut commencer tranquillement, mais il faut surtout. C'est moins recommandé pour les jeunes, en fait, pour les nouveaux praticiens. Parce que puis on en a parlé un peu tantôt avec tout ce qui est là, les hallucinations convaincantes de l'AI, puis avec. C'est une. ChatGPT ou Midjourney peut être une machine infinie à générer des idées, là. Mais là, après, il faut que tu fasses le tri. Il faut que tu décides lesquels qui font du sens ou lesquels qui font moins de sens, puis lesquels qui sont appliqués au contexte, puis lesquels ne sont pas appliqués au contexte. Puis ça, bien, ça prend un peu de métier pour être capable de voir à travers des fois, surtout que, tu sais, ChatGPT peut être excellent pour t'écrire un texte là, qui a l'air, là, écoute, top-notch. Peut-être que ce que ça dit, c'est un peu dans le champ gauche, mais si tu n'es pas en mesure d'avoir ce jugement-là toi-même, tu peux très bien dire c'est parfait, let's go, on va avec ça. Donc, tu sais, entre autres, ce qu'il disait, c'était ça, mais ça va toujours prendre. En tout cas, il faut un peu s'exercer et tout ça. Puis, en fait, c'est un peu ironique parce que je suis tombé là-dessus hier en finissant la présentation. Puis on parle d'inclusion, puis d'exclusion, puis est-ce que, bon. Puis je ne sais pas pour vous, dans vos entreprises, là, mais chez nous, on n'a pas le droit d'utiliser ChatGPT, puis Midjourney, puis Firefly, puis tout ça, pour générer du contenu, puis pour travailler. Fait que c'est un peu paradoxal de se faire dire qu'il faut l'utiliser, puis qu'il faut embarquer dedans, parce que sinon, on va se faire dépasser. Alors que dans le fond, de facto, par le contexte courant, en tout cas encore là chez nous, on est exclu de travailler avec cette technologie-là. Fait que je trouvais ça un peu ironique quand même, de finir ma présentation sur l'inclusion, puis sur l'accessibilité, puis tout ça, puis en disant qu'il faut utiliser l'AI en UX, puis en tout cas, que chez nous, on n'a pas le droit de le faire. T'sais, on a un GenD interne là, qu'on a appelé, là, qui sont des modèles que Deloitte a développés pour informer nous-mêmes, tout ça, puis on a le droit d'utiliser ça, mais ça demeure très, très limité. Là. Il n'est pas question d'aller mettre des plugins de Figma pour faire des. On est loin de ça. Là. Puis je pense que c'est une réalité qui est dans plusieurs entreprises. Fait que c'est un peu paradoxal. C'est quoi? Faut faire ça, mais tout dans des projets de fin de semaine. Fait qu'en tout cas, je pose la question, je vais être intéressé d'en jaser autour d'un cocktail tantôt, mais je trouve que c'est un point, en tout cas, je trouve que c'est un point qui est intéressant à soulever. Fait que c'est un peu ça, en fait. En fait, j'ai parlé avant de tourner ma slide, mais c'était ça que je voulais dire là-dedans. Est-ce que, premièrement,
c'est clair que si on veut utiliser l'IA comme un outil de travail, mettons qu'on a le droit de le faire, peu importe, il y a tout un défi de est-ce que les modèles qu'on utilise sont robustes, sont fiables, sont transparents, sont responsables des compagnies. Bon, puis il y a des experts qui en discutent tant et plus de tout ça, donc c'est pas mon truc. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a même le droit d'utiliser pour vrai, pour générer du vrai travail avec nos clients ou dans nos entreprises? Ça passe si bien. Merci. Merci, Sébastien. Merci. 30 minutes 32, c'est pas pire. C'est bon, ça. Merci, Sébastien, pour ta présentation, très intéressante. Je pense qu'on risque d'avoir quelques petites questions à droite, à gauche. Personnellement, je pense, si je reviens, tout ce qui est accessibilité, tant qu'on ne l'a pas touché d'une certaine façon, on ne comprend pas vraiment le besoin et l'intérêt. De mon côté, en étant personnel, devenir père m'a montré des défis. Avoir une poussette à Montréal, ça a un certain défi. 80% des magasins ont des marches, le métro de Montréal et tout ça. Et regarder des films avec des sous-titres, c'est très avantageux. On utilise de toutes les fonctionnalités qui ont été créées, justement, comme tu dis, pour de l'accessibilité de façon générale. On a une courte période de questions. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle pour Sébastien? Ici, pour Sylvie. Et non, je ne connais pas le prénom de tout le public ici, mais j'en connais beaucoup quand même. Allô, merci pour la présentation. Une question, réflexion, en fait. Tu connais peut-être, j'imagine, le rôle ou plutôt le pouvoir ou le non-pouvoir ou l'absence de pouvoir que parfois les designers peuvent avoir dans les entreprises. Hein, c'est pas les gens qui sont décisionnaires, c'est pas des exécutifs pour la plupart du temps. Ils ont souvent des gestionnaires de produits et puis des gens qui décident de la business. Moi, je suis allée en design parce qu'évidemment, j'avais une forte tendance à l'éthique et puis que je voulais faire la bonne chose. Donc, ce que tu dis résonne évidemment avec moi personnellement. Après, je suis consciente que de mettre sur le dos du designer, de porter la responsabilité environnementale, éthique, d'inclusion, etc., ça me paraît beaucoup. Donc, je voudrais savoir, toi, dans ta pratique et dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez, est-ce que tu vois qu'il y a une ouverture et une demande pour que le designer en prenne plus et puis soit porteur de conseils plus largement que de designer des interfaces et donc ait plus de pouvoir? Ouais, c'est ça. Donc, comment tu vois ça? C'est une bonne question. Pour ceux qui me connaissent un peu, avec qui j'ai travaillé, j'ai pas tellement tendance à cacher mes opinions quand c'est le temps de parler aux exécutifs. Je pense qu'on a un pouvoir de discussion. Maintenant, est-ce qu'à la fin, on va être écouté ou pas? Je ne sais pas. J'ai jamais eu le sentiment que ça reposait sur moi. Je pense que moi, j'ai souvent pris la responsabilité d'amener de l'avant, bon, que ce soit au niveau éthique ou tout ça, ou que ce soit seulement de dire, bien, écoutez, je pense qu'on a un rôle à jouer, puis voici comment je pense qu'on peut être utile pour le faire. Maintenant, je pense qu'avec tout le mouvement ESG, puis tout le mouvement de, tu sais, on le voit que ça devient de plus en plus des thèmes qui sont abordés, qui sont importants, qui sont discutés. Fait que moi, je le vois plus comme une opportunité pour nous de dire, bien, écoutez, on a peut-être une pierre à apporter, nous aussi. On a peut-être un rôle à jouer. Maintenant, ce n'est pas magique, puis on ne sauvera pas tout ça non plus, mais je pense qu'on a la responsabilité d'être suffisamment informé puis d'être en mesure d'avoir une discussion articulée quand on a l'occasion, en fait, d'avoir une voix à ce moment-là. Oui, je pense que c'est ce que je te dirais. Merci Sébastien, encore une fois. Bonne soirée.